peut-être que les organisateurs déclenchent le processus, le chronomètre. Bien. Est-ce que vous m'entendez? Semble-t-il oui. Bon, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette première table ronde en ce qui nous concerne et la dernière pour vous. Nous sommes très admiratifs de l'assiduité, de la qualité que vous avez déployée depuis 2 jours. Bravo pour votre présence et on est ravis de travailler devant vous. C'est un plaisir de s'exprimer devant un parterre de jeunes et de jeunes aussi attentifs et studieux. Nous allons parler d'un sujet sérieux qui s'appelle la menace terroriste. On va faire un point sur ce sujet et pour le situer, ce sujet, je vais le replacer dans le cadre de ce forum Normandie pour la paix. Et je vous rappellerai en préambule que quand on observe le monde, on voit bien que ce qui tue, et on parle de ça, ce qui désorganise, ce qui transforme le monde rapidement et souvent pas pour le meilleur, ce sont les catastrophes, les maladies, les pandémies, évidemment, mais c'est aussi, et c'était l'un des grands sujets de ce forum, la guerre, la criminalité, et en dernier point, j'ajouterai le terrorisme. C'est notre sujet. Et le terrorisme, vous l'avez compris sans doute en écoutant les différentes conférences depuis hier, a toujours existé. Mais on ne va pas remonter très loin. On va se situer à l'échelle de notre siècle, qui est déjà très riche en la matière, malheureusement. Vous n'étiez pas nés pour beaucoup d'entre vous, mais le 11 septembre 2021, le fameux 9/11 marque un vrai tournant dans l'histoire du terrorisme international, dans notre histoire moderne. 2 avions qui ont percuté le World Trade Center, un 3e qui a voulu s'écraser sur le Pentagone et qui a réussi, et le 4e qui a raté son coup, qui devait aller sur la Maison Blanche. Plus de 3000 morts en une matinée, en quelques heures. Et sans doute le début d'un tournant majeur pour la fameuse mondialisation dite heureuse qui était née de l'ère post-soviétique. Un conflit qui a démarré en Afghanistan dans les mois qui ont suivi, puis après on a connu ce qui s'est passé au Levant avec l'intervention américaine en Irak, la naissance de Daesh. Si on se ressource là aussi sur pas mal de choses qui ont été dites depuis 2 jours, on a beaucoup parlé du conflit israélo-palestinien, qui est un vrai sujet pour la paix. Mais les motivations de Ben Laden à l'époque, à la tête d'Al-Qaïda, c'était bien sûr l'anti-impérialisme américain, cette lutte contre ce refus de cette domination, mais c'était aussi le soutien apporté au peuple palestinien et le rejet d'Israël, encore et toujours. Les conséquences de cette catastrophe terroriste, en fait, elle a amplifié en fait, le grand désordre et la grande recomposition du monde à laquelle on assiste, ce monde qui nous échappe, ce qui est effectivement l'objet de notre thème. Alors le terrorisme, il a de très nombreux visages, de très nombreuses formes, de multiples motivations, mais il a une caractéristique commune, c'est qu'il fait toujours et systématiquement un point commun, des victimes civiles, des victimes innocentes. Et là aussi, j'ai été frappé par le chiffre qui était donné tout à l'heure. On nous expliquait que finalement aujourd'hui, lorsqu'il y avait des victimes des différents conflits de par le monde, qu'en fait le terrorisme, lui, était à l'origine de 85% de ces victimes. Et qu'aujourd'hui, 85% des victimes de tous ces bombardements, de toutes ces guerres, de tous ces actes terroristes, ce sont des civils. Voilà. Ça, ce ne sont plus des militaires qui ont fait le choix, si je puis dire, de s'engager. Ce sont des innocents. Alors le terrorisme a de multiples visages, je le disais. Il est politique, terrorisme d'État, révolutionnaire, religieux, ou qui utilise les religions. Là, en l'occurrence, celui qui fait le plus de dégâts sur Terre aujourd'hui, c'est le terrorisme islamique, évidemment. Mais il y a aussi des mouvements anarchistes, des mouvements ethniques. On y viendra également. On parle de cyberterrorisme, on s'inquiète de bioterrorisme. Donc tout ça, c'est ce qui, effectivement, qui gravite autour si je puis dire, du concept du terrorisme. Les auteurs sont multiples.
Mais il y en a deux catégories, là aussi, qui ont été évoquées. Il y a des criminels, pour certains, des fanatiques. En tout cas, c'est ce que certains considèrent que sont ceux qui sont les auteurs de tous ces actes. Pour d'autres, ce sont des résistants, selon du point de vue de l'histoire. L'élément sur lequel l'histoire a vraiment donné son verdict, ce sont les SS, les nazis, qu'on a vraiment considérés comme étant dans la catégorie des méchants. Mais à l'époque, les résistants français étaient considérés par les Allemands comme des terroristes. Donc les mots ont toujours un sens qu'il faut replacer dans son histoire. Mais c'est pas seulement des gentils et des méchants, c'est bien plus compliqué. Et vous le verrez, parce qu'en fait, derrière le terrorisme, il y a de très nombreuses instrumentalisations, de très nombreuses manipulations. Et à chaque fois que vous aurez dans votre vie intérêt à vous intéresser à ces questions-là, posez-vous toujours la question de à qui profite le crime. On y reviendra tout à l'heure, mais à qui profite le crime? Pourquoi le terrorisme? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et vous verrez que derrière, il y a beaucoup de leviers d'influence, il y a beaucoup d'enjeux, de conquête territoriale. La question du Sahel est centrale par rapport à ça. C'est des questions de ressources, c'est des questions de trafic, c'est aussi des questions de conquête politique par le biais de la religion. C'est des combats géopolitiques pour exclure un pays au profit d'un autre. La Russie, aujourd'hui, joue un rôle très important et se sert du terrorisme, on y reviendra tout à l'heure, pour nous évincer de nos positions, nous la France. Et puis vous verrez qu'il y a également de très nombreuses passerelles avec le crime organisé. Tout ça ne sont pas que des combats qui sont menés au nom d'une cause et d'un idéal, mais bien souvent, il y a beaucoup d'autres choses qui sont derrière. Et puis n'oublions jamais que le terrorisme peut nous frapper, nous, physiquement, directement. Alors certes, sur le continent européen, assez peu, fort heureusement, ces dernières années, mais quand même, autour de moi, j'avais, il y a quelques années, des gens qui, directement ou indirectement, avaient été concernés par le Bataclan à Paris. Et à Nice, quand vous avez 90 personnes qui se font écraser par un autobus, je peux vous garantir que les Niçois en connaissaient tous un ou l'autre. Voilà. Donc ce terrorisme, il a une caractéristique, c'est qu'il peut effectivement nous faire du mal, mais aussi il entre dans nos têtes. Et vous le verrez, on va s'y attarder un vrai moment. Il nous utilise, il nous divise. Pour reprendre une formule de l'OTAN, le terrorisme, en fait, c'est l'ultime champ de bataille, ce sont nos cerveaux. Et ça rejoint un petit peu ce que disait Sun Tzu il y a 3000 ans quand il théorisait l'art de la guerre. C'est qu'en fait, la plus grande des batailles, la plus grande des victoires, c'est celle qu'on peut gagner sans avoir à livrer bataille. Et souvent, effectivement, par le biais des manipulations associées au terrorisme, il y a des guerres qui peuvent se gagner. Voilà, donc vous verrez qu'effectivement, derrière tout ça, que la motivation anti-impérialiste, qui souvent est très affichée aujourd'hui dans les mobilisations terroristes, en fait, elle a aussi tendance à effacer la vraie nature du projet et le vrai visage de ceux qui sont les acteurs et les auteurs. Je vais donner un exemple. Le combat mené par les Afghans, les talibans, avec l'arme du terrorisme qu'ils ont fini par gagner, puisque de fait, les Occidentaux et les Américains se sont retirés. À l'issue de ça, c'est pour imposer l'un des régimes les pires qui soient de la planète, avec une application de l'islam dans sa version la plus radicale. Et c'est sans doute pas pour le meilleur des Afghans et des Afghanes aujourd'hui. Mais malheureusement, on n'a pas su faire autrement. Et malheureusement, donc, il faut faire attention, parce que le terrorisme, il se peut que de par moment, il gagne, mais que ce par quoi il remplace les sortants soit pas mieux que ce qui était avant. Voilà, je m'arrête là pour ce petit topo introductif et je voudrais vraiment vous dire que je suis très heureux du panel que nous avons la chance d'avoir réuni aujourd'hui pour faire un point sur cette menace et son évolution. 4 personnes que je remercie là aussi d'avoir accepté de rejoindre cette belle abbaye aux dames et qui connaissent tous très bien le sujet que nous allons traiter. Dans un premier temps, nous allons faire un premier tour d'horizon avec chacun d'entre eux pour s'intéresser à la situation, où on en est de cette menace terroriste. Et puis dans un deuxième temps, on refera un petit tour avant de vous donner la parole pour discuter de l'évolution de ces menaces et de ce qu'elles peuvent devenir ou advenir au fil du temps. Alors pour démarrer sur la question de l'état des lieux, je vous propose d'écouter l'amiral Patrick Zimmermann, donc, qui est le camarade en cravate rouge qui vient de se saisir du micro. Alors je le présente en quelques mots. L'amiral Zimmermann est aujourd'hui donc un consultant international, auprès donc d'ensemble de grandes entreprises dans le domaine de la sécurité, ça ne surprendra personne, mais aussi dans le domaine des énergies renouvelables et de la veille stratégique. Alors l'amiral Zimmermann a servi pendant une 40aine d'années dans les armées françaises en tant que pilote de l'aviation embarquée. Il a à son actif une petite quantité de 720
appontage sur porte-avions. Ça vous donne un ordre d'idée de la carrière de l'amiral. Voilà. Et ensuite, il a participé tout au long de sa carrière à toutes les opérations aéromaritimes depuis 1986, mais aussi dans le monde du renseignement, dans lequel il a terminé sa carrière et gagné ses derniers galons et ses étoiles. Ses domaines de prédilection sont le Moyen-Orient et quelques parties de l'Afrique qu'il connaît particulièrement bien. Il est donc ce que l'on peut appeler généralement un opérationnel. Il connaît très bien le terrain sur lequel il a servi de nombreuses années. Alors, mon cher Patrick, cette menace terroriste auquel vous avez été confronté de nombreuses années, de votre point de vue aujourd'hui, où en sommes-nous? Comment en parler? Comment la décrire? Merci Alexandre. Alors, le premier point, c'est de remonter un petit peu aux origines du mot, déjà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est remonter aux origines des mots. Et dans ce mot de terrorisme, on récupère la terreur. La terreur, on peut y faire référence en parlant de l'histoire de France. La terreur, c'était sous Robespierre, 1793-1794. Et il y a un mot de Robespierre qui m'a fortement impressionné. C'est un mot que l'on va retrouver par la suite. C'est la vertu sans laquelle la terreur est funeste et la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Ce sont simplement des petits concepts que l'on va retrouver tout au long de l'histoire du terrorisme et notamment dans les révolutions communistes et également dans la théorisation du salafisme extrémiste avec al-Souri et Zawahiri. Ce sont un concept qui va être constamment alimenté par la vertu et la terreur. Et ça amène à mélanger deux choses complètement antinomiques à prime abord et qui va se nourrir de la souffrance et de l'instabilité. Souvenez-vous, la terreur, 93-94, la France très instable et la souffrance du peuple. Et pour garder une France stable, Robespierre a instauré une terreur. Alors après, le terrorisme, ça se nourrit du chaos et ça attise la haine. Ça attise la haine parce que ce sont souvent les extrêmes des extrêmes qui viennent au terrorisme. Ce n'est pas une action totalement raisonnable. Alors tu parlais tout à l'heure de résistance, d'invasion, etc. Et essayons de s'extraire de ce mouvement finalement de résistance contre un envahisseur, mais simplement du terrorisme tel que nous le vivons de manière contemporaine depuis les 30 dernières années. La haine de l'autre, c'est le principe et c'est un leitmotiv depuis 2 jours. La haine de l'autre, c'est l'antipaix, finalement. Les extrêmes des extrêmes, leur combat, au nom de la vertu, ça va être le chaos et la destruction de l'autre. Alors c'est un concept qui est ce que j'appellerais un concept piégé. C'est-à-dire qu'on n'a pas de définition exacte du terrorisme, et pourtant il a une place immense dans la vie, une place immense qui est relayée aussi par le numérique, par les médias, par notamment les réseaux sociaux qui ont une très très grande importance, on va le voir après. Et en politique, il a un retentissement énorme. Médias et politique, de toute façon, c'est intimement mêlé. Donc c'est là où le terrorisme allait chercher sa source non pas de légitimité, mais son plan d'action, on va dire sa ligne d'opération. Alors la définition du terrorisme, on l'a entendu hier, il n'y a pas de définition universelle, il n'y a pas de définition connue, mais en fait, il y a un but. C'est semer la terreur parmi la population, d'intimider des gouvernements et de forcer des changements politiques, sociaux ou idéologiques. Ça, une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas grand-chose. Comme en France, on est très cartésien, on est reparti à l'aune de l'expérience de 1986, même pas 1986, mais allez, on va dire 82,
83, souvenez-vous aussi, on a passé un funeste anniversaire, c'était les 58 militaires français de la force d'interposition de la FINUL qui avaient qui avaient subi un attentat à l'immeuble Drakkar à Beyrouth. Ils étaient là pour la paix et ils n'en sont jamais revenus. C'était la branche terroriste du Hezbollah à l'époque qui était à l'origine de ces attentats, qui a fait aussi 240 morts chez les Marines américains. Donc 83, puis 86. Après 86, c'était les attentats à Paris. 3 mois d'attentats, une quarantaine de morts, 300 blessés. C'était à Bounidal, je ne sais pas si pour les plus anciens dans la salle, c'était à Bounidal. C'était une tentative de déstabilisation et de vengeance aussi de certains États, parce qu'on va le voir, les États ne sont pas innocents dans ces affaires de terrorisme. Donc, on a une définition qui va naître, c'est une définition de la loi. Là aussi, c'est toujours intéressant de se référer à la loi. Et la définition légale du terrorisme, c'est l'article 421-1 du Code pénal. C'est une infraction qui est commise intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective et ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur. Ça, c'est la définition que vous allez trouver dans le Code pénal, et donc on peut s'appuyer dessus. Ce phénomène de terrorisme, il accompagne les conflits, et je le disais tout à l'heure, c'est parfois un faux-nez d'État qui ont tout intérêt à provoquer une instabilité chez quelqu'un d'autre, contre quelqu'un d'autre, et aujourd'hui on a parlé de l'Occident global, etc., enfin de l'Occident sud global, c'est aussi un des moyens de réponse, on va dire, militaire à une situation de crise qui ne peut tolérer aucun engagement type guerre, etc. L'autre point, en donnant quelques chiffres, 2023, 8300 et quelques morts victimes du terrorisme. Alors après, on va dire que ce n'est pas énorme, puisque c'est 10 fois moins ou 20 à 30 fois moins que les guerres et 50 fois moins que la vie, le quotidien. Les agressions, les suicides, les accidents, etc. Mais 8350 morts en 2023 victimes du terrorisme, c'est aussi une augmentation de 22% par rapport aux années précédentes et en diminution du nombre d'attentats. Diminution du nombre d'attentats, il y a eu à peu près un changement dans l'attitude des groupes terroristes, puisque les attentats se voulaient être de plus en plus meurtriers. Pourquoi de plus en plus meurtriers? Parce qu'il faut marquer les esprits, il faut que les médias s'en emparent, il faut que ça devienne un sujet politique. Et ça, c'est l'engrenage de la terreur, c'est l'engrenage du mal. L'épicentre s'est déplacé. L'épicentre s'est déplacé. On a eu en nombre d'attentats, les nombres d'attentats les plus élevés, c'était au Sahel, en Afrique subsaharienne, Burkina, Mali, Niger. Alors ce matin, ou hier, on a écouté très justement un orateur du Kenya nous parler, il faut que les militaires étrangers quittent l'Afrique. Ça s'est passé pour l'Afrique subsaharienne pour la France. Bon, les faits sont là. Après le retrait des troupes françaises, le terrorisme a augmenté très fortement au Burkina, au Mali et au Niger. Et aujourd'hui, on ne peut pas se balader tranquillement au Mali, ni au Niger, ni au Burkina. Bon, les groupes les plus meurtriers en matière de terrorisme, aujourd'hui, c'est Daesh, ISIS, Islamic State. Ça, vous le retrouvez, c'est le groupe le plus meurtrier en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. En Afrique subsaharienne, mais aussi en Afrique, en Mozambique, dans la partie un petit peu septentrionale. L'autre point en matière de terrorisme, c'est que Daesh a à peu près touché 30 pays. 30 pays du monde ont
été soumis à une attaque de Daesh. Et aujourd'hui, on a à peu près 60 à 70 groupes actifs en matière de terrorisme. Là, je vous renvoie sur un site, c'est le site de l'ONU, qui se liste le nombre les personnes, entre guillemets, considérées comme des terroristes et les organisations terroristes. Parmi ces organisations, il y en avait 140 à peu près il y a 10 ans. Maintenant, il y en a 66. Alors, ces terrorismes-là, ils s'installent dans les zones de conflit parce qu'ils trouvent un terreau favorable. 90% des attentats ont eu lieu dans des pays en crise. Et en Occident, aujourd'hui, l'année dernière, il y a eu 23 attentats à peu près. Il y en a eu 7 aux USA, et dont 5 commis par l'extrême droite. Le terrorisme n'a pas de frontières idéologiques. Les méthodes sont toujours les mêmes. C'est toujours la haine de l'autre qui prévaut. Aujourd'hui, en figure actuelle, si on peut évoquer une figure, une facette du terrorisme, on peut dire qu'il y a une inquiétude, il y a plusieurs inquiétudes. La première, c'est la radicalisation, l'auto-radicalisation des populations occidentales et aussi des populations africaines et moyen-orientales comme asiatiques. On va dire les sociétés dans leur ensemble, c'est l'autoradicalisation. Autoradicalisation qui se produit par la répétition à l'envi, on va dire quasiment de mantras. C'est un test qui a été fait aux États-Unis il y a plusieurs années. Oui, je vais faire plus court. L'autoradicalisation, c'est finalement une hypnose personnelle. Et après, vous conduisez à l'acte parce qu'une fois que, comme dirait l'autre, on a regardé dans le miroir et le miroir ne nous renvoie pas l'image exactement de ce que l'on est. Donc, l'autoradicalisation. Là aussi, source d'inquiétude, c'est le retour des enfants et la radicalisation dans les prisons. Le retour des enfants et des mamans du Cham et la radicalisation dans les prisons. Ça, c'est un des phénomènes qui est très inquiétant aujourd'hui. L'autre point, c'est l'inquiétude concernant le Sahel, parce que la paix est absente et les extrêmes politiques sont en train de monter partout, en Afrique subsaharienne. L'autre point, c'est les outils du terrorisme. Les outils du terrorisme, c'est les outils modernes. On en parlera tout à l'heure. Et c'est cette connivence entre le terrorisme que j'ai pu constater il y a quelques années déjà qui commençait, entre la connivence entre le terrorisme et la criminalité organisée. Ça, c'est une réalité qu'on ne perçoit pas tout à fait et c'est ce qui nourrit le terrorisme avec non seulement les aspects financiers, mais les aspects fourniture d'armement, etc. Les Kalachnikov ne poussent pas sur les arbres et pourtant on en a de plus en plus. L'autre point, c'est la maîtrise du narratif. La maîtrise du narratif par les organisations terroristes telles que Daesh ont été poussées très loin. Dabiq, qui était le magazine de Daesh, plus toutes les vidéos que l'on a pu étudier, disséquer, etc., ont démontré vraiment une appropriation des sciences cognitives par ces groupes terroristes, et je pense qu'on en parlera en détail. Voilà pour l'image globale, mon cher Alexandre. Merci Patrick. On va justement tout de suite en parler de cette dimension de manipulation au travers de l'impact du terrorisme et des narratifs qui sont construits et qui sont diffusés, en particulier aujourd'hui avec l'appui de toutes les technologies nouvelles que nous avons tous dans nos poches et que nous utilisons à l'envi et qui sont le parfait moyen pour beaucoup d'idéologies mortifères de se propager. Alors pour en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous Christine Dugouin-Clément, donc qui est là. Voilà. Christine a un parcours extrêmement intéressant parce qu'elle d'abord, elle connaît très bien un certain nombre de zones géographiques qui sont aujourd'hui en crise, comme la Russie et l'Ukraine. Elle est chercheure au sein de la chaire risque de l'Observatoire de l'intelligence artificielle de Paris 1
et également pour le Centre de recherche de la Gendarmerie nationale. Elle est auditeur de l'Institut des hautes études de la défense nationale et elle a notamment commis un ouvrage, mais pas seulement, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, Influence et manipulation, donc des conflits armés modernes aux guerres économiques. Alors Christine, comment est-ce que l'on peut aujourd'hui lire cette menace terroriste au travers de sa propagation, à travers notamment les moyens médias modernes, et comment est-ce que tout ça en fait se retourne contre nous, ou comment est-ce que tout ça nous utilise, ou utilise une partie de ceux d'entre nous qui sont sensibles, réceptifs, et comment tout ça petit à petit tisse quelque chose qui nous pose problème ici et maintenant, même si c'est vrai que la menace terroriste sévit relativement peu sur le plan du continent européen. Merci pour cette question. Merci à tous de votre attention. Alors, plusieurs choses. Quand on va parler de terrorisme, et là je reviendrai sur l'État islamique, Daesh, qui a été un assez gros révélateur, le terrorisme ne date pas d'hier, l'influence, la désinformation non plus, l'un comme l'autre sont des vieux sujets que vous pouvez voir émerger au long des décennies et au long des siècles. Mais ce que l'on a eu, c'est, notamment depuis le début des années 90, là encore, c'est assez préhistorique pour certains d'entre nous qui sont dans cette salle, mais vous aurez notre âge avancé bien vite, ne vous inquiétez pas, la jeunesse est une maladie qui passe très vite, profitez-en. Eh bien, on a la naissance de ce qu'on appelle l'Internet, le web et la montée des nouvelles technologies qui ont fait une montée exponentielle, qui nous ont permis d'être de plus en plus connectés. Alors, on va faire un petit point là tout de suite et immédiatement. La technologie n'est pas mauvaise en soi, ni bonne en soi. La technologie reste un outil. C'est chacun, en fonction de l'usage qu'il en fera, de sa finalité, de la stratégie qu'il va servir, qui en fera un usage mortifère ou au contraire humaniste, positif, tout ce que l'on veut. C'est à peu près comme un marteau. Le marteau n'y est pour rien si vous décidez de le poser dans la tête de votre voisin le lendemain matin. Par contre, vous pouvez aussi planter des clous pour monter une étagère, serait-elle Ikea. C'est aussi possible. Quand on va parler du terrorisme, on a eu un vrai choc avec plusieurs volets, notamment sur l'État islamique. On a eu une radicalisation extrêmement importante qui a utilisé les canaux numériques, pas que. Attention de ne pas tomber dans l'écueil non plus de dire que tout serait numérique et d'aller ne pas prêter en tout cas toute l'attention que méritent des canaux traditionnels ou qui vont engager le monde réel et non pas uniquement le monde digital. On a eu ce volet-là, et puis il y a aussi autre chose. Quand vous allez parler de terrorisme et de groupes terroristes, ils ont une idéologie, ils ont une volonté mortifère. On est mieux à l'intérieur, je pense, tout de suite. Mais vous allez avoir différents enjeux. Il y a d'autres groupes terroristes qu'on aurait pu évoquer, certains qui, par exemple, sont actifs en Asie du Sud-Est et qui ont une forme de business model. Ça peut vous paraître assez terrible, mais un système terroriste, eh bien, ceux qui vont le gérer comme une organisation, pas tout à fait comme les autres. Alors, je pense que ça sera revenu sur le volet financier, bien évidemment. Et je ne vais pas empiéter, mais certains groupes travaillent notamment avec un business model qui relève de quoi ? Eh bien, de la prise d'otages. Il est bien évident que si vous faites des prises d'otages et que vous voulez pouvoir mettre une rançon assez forte, vous allez avoir plusieurs paramètres, mais deux vont être importants. La nature de votre otage. Je ne suis pas sûre que si on me prend moi comme otage, ça marcherait très 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 bien. Non, je pense que mes enfants les paieraient pour qu'ils me gardent, je vous assure. Mais ça, c'est un autre débat. Et vous avez besoin de faire savoir, de vous faire connaître, en fait, d'être un acteur particulièrement sérieux sur votre business model, dont vous avez le savoir-faire et le faire savoir. Et ça, ce que l'on a vu sur l'approche de terreur, c'est que vous allez diffuser quoi ? La crainte de l'action. C'est ce qu'on a vu aussi avec Daesh, quand ils ont travaillé à faire un énorme marketing, une diffusion extrêmement visuelle de beaucoup des actions qu'ils ont pu mener. Quand vous allez travailler là-dessus, vous allez faire quoi ? Vous allez travailler sur de l'émotionnel. Plus vous allez diffuser un contenu émotionnel sur un canal, ça peut être un réseau social, ça peut être un blog, peu importe, plus vous allez avoir tendance à créer, et c'est bien normal et c'est légitime, une réaction directe, une réaction qui ne va pas être une réflexion, qui va faire quoi ? Un, de la panique chez l'individu, et deux, qui va générer et qui va augmenter la viralité. Et là, on arrive à un cercle qui va commencer à devenir particulièrement intéressant, parce que dans les différents objectifs qu'on a pu voir, il y a eu effectivement se renforcer, grossir ses rangs, donc la radicalisation, affaiblir
vos adversaires. Donc vous allez les affaiblir comment? Eh bien, en allant par exemple cliver la société, donc en allant enrichir et nourrir des débats qui vont participer à faire que les gens ne se parlent plus, à avoir une atomisation de la société autour de points clivants que vous allez grossir, parfois parce que vous en aurez besoin, parfois en utilisant, il ne faut pas se leurrer là-dessus, un contexte préalablement perturbé, parce que c'est quelque chose que les gens connaissent, ça sera donc beaucoup plus parlant. Si je vous parle de quelque chose que vous connaissez au quotidien et que je vais appuyer sur le bouton émotionnel, ça sera beaucoup mieux que si je vous parle de la disparition, je ne sais pas, du scarabée à dos bleu de l'Est du Lesotho, que vous connaissez très certainement, bien sûr, tous. Vous allez avoir sur quelque chose qui va être familier. Vous allez essayer aussi de diviser quand vous travaillez avec un groupe. Plus vous allez avoir une coalition ou un groupe d'États qui travaillent de manière conjointe contre vous, qui n'êtes pas une puissance étatique, plus ça va être compliqué. Si vous arrivez à les diviser, vous gagnerez un petit peu de temps. Et enfin, arriver à paniquer. Donc tous ces éléments-là, c'est ce que l'on a pu voir et qu'on a pu retrouver. Et ce qui a été assez intéressant aussi, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait une prise en main de technologies nouvelles avec énormément d'agilité. Quand on reprend par exemple Dabiq ou Dar al-Islam, qui étaient deux des canaux des journaux qui étaient diffusés et en ligne et en version papier, on s'est aperçu que la gestion de la communication était faite avec une approche que l'on utilise dans la gestion de projet des nouvelles technologies, comme quand vous allez développer un logiciel, par exemple. C'est-à-dire que vous avez une méthode extrêmement agile. Comment vous faites quand vous travaillez un petit peu comme ça? Ah non, je ne vais pas vous faire un cours de gestion de projet là tout de suite, sauf si vraiment vous le demandez, mais j'en doute. Donc ce que vous allez avoir, c'est que vous allez demander à différents groupes de créer ce qu'on appelle des proof of concept, d'accord, des petits éléments, et vous allez les tester pour voir si ça marche. Et si ça marche, vous avez une validation de votre direction et vous allez développer le projet. Bon, là, ça vous permet d'avoir beaucoup d'agilité. Et puis, si votre premier petit projet, votre première brique, elle ne marche pas, vous allez aller sur autre chose. Donc, c'est effectivement très rapide et très efficace. Là, ce que l'on a pu voir, c'est que ces petits POC, Proof of Concept, étaient faits sur des thématiques qui étaient lancées, notamment sur les réseaux sociaux, pour voir s'ils faisaient le buzz, si ça devenait des hot trends, des sujets dont tout le monde parlait. Si c'était le cas, que ça soit d'une manière avec un retour positif ou négatif par les réseaux sociaux, ils étaient en règle générale repris dans les éditions qui suivaient des magazines que l'Amiral a repris de manière extrêmement agile et extrêmement diffuse. Et ça a été quelque chose qui a pu être extrêmement surprenant parce qu'on s'attendait qu'un groupe qui s'est déclaré au niveau du califat et qui s'est prétendu État avec battage de monnaie, etc., par exemple, mais qui était un groupe terroriste, donc une organisation non étatique, animée par une idéologie religieuse et un retour traditionnel, donc ancien. On imaginait quelque chose de très hiératique, de pas très mobile. Et en fait, non, on a eu quelque chose d'extrêmement agile, d'extrêmement souple et de maîtrisant très fortement ces technologies. Je ne sais pas où on est dans le temps. Non, il n'a pas crié encore. Autre point, on a beaucoup parlé de Daesh, c'est pas le seul. Vous savez qu'un des problèmes, un des enjeux que l'on aura, c'est quand différents groupes font des allégeances et vont se regrouper et vont travailler à rediffuser de la violence, de la terreur sur différents territoires, potentiellement de manière concomitante. Le fait d'avoir une capacité de puissance dans la projection de votre terreur, donc dans cette capacité-là, peut aussi participer à rentrer dans la balance au moment où vous allez faire des allégeances. En règle générale, quand vous allez vous regrouper, vous allez chercher à avoir un partenaire qui soit efficace, soit parce qu'il vous amène quelque chose que vous ne savez pas faire, il a un savoir-faire différent, soit parce qu'il va vous permettre d'acquérir ou d'être sur des zones qui vont avoir un intérêt pour vous, soit parce que ça peut être une zone de repli à un moment, soit parce qu'il y a une possibilité de captation, notamment de captation financière, par exemple par différents trafics. Le fait d'avoir cette capacité de puissance, cette projection-là, a été extrêmement importante. Entre différents groupes terroristes, on a même vu, on pourrait parler de Boko Haram et de l'État islamique, au moment où on est dans des négociations, quasiment des chartes sur la communication avec une demande de remise à niveau et un travail qui va être collégial. Et cette communication-là, elle s'est déployée très fortement sur des volets numériques. Autre chose aussi, on a pu avoir, pour différents groupes, un prix d'entrée qui s'est allégé. Dans le temps jadis, si on parle de nos amis anarchistes, par exemple, quand vous vouliez faire de la communication, vous êtes dans les années 1900, il va falloir que vous trouviez des gens pour écrire, il va falloir que vous trouviez comment vous allez toucher les gens, comment vous allez le diffuser, à quelle heure, par quel canal.
Si on prend l'agitprop, eh bien, vous allez faire des journaux, vous allez faire des affiches. Bon, alors vous allez faire des affiches, il faut trouver des gens pour les coller. À quel endroit? On n'est pas forcément content que vous les colliez. Des journaux, il faut que vous les diffusiez. Alors, on a eu les largages de tracts aussi, par exemple, par avion, par train. Bon, tout ça demande, mine de rien, pas mal de logistique, clairement. Là, avec le volet numérique, si vous avez un petit peu de connaissances, vous savez grossir une audience de manière artificielle, par exemple avec des bots, avec des chats, en jouant des hashtags, en faisant de l'astroturfing. Vous allez pouvoir toucher à peu près tout le monde, à peu près n'importe où et à peu près n'importe quand. Vous avez une contraction de la géographie et vous avez une contraction du temps. Et maintenant, on arrive à avoir des technologies type intelligence artificielle, vous vous doutiez bien qu'il fallait qu'on en parle à un moment ou à un autre, qui vont vous permettre d'aller créer du texte, par exemple, beaucoup plus vite, d'aller contrefaire des images, donc les deepfakes, des faux particulièrement authentiques, qui vont pouvoir servir votre propos. Soit parce que vous allez pouvoir essayer d'affaiblir votre adversaire en renforçant votre narratif, soit parce que vous allez rediffuser un petit peu plus votre terreur, soit parfois parce que vous allez pouvoir créer des images qui sont supposées être celles que vous offrez dans votre futur. Donc vous allez pouvoir dire voilà à quoi ressemblerait si nous, mouvement considérés comme terroristes par d'autres, eh bien nous étions, on ferait beaucoup mieux, regardez à quoi ça ressemblerait. C'est des choses que l'on va pouvoir faire. Or, le coût d'entrée de ces technologies s'est fortement abaissé. Vous n'aurez pas forcément toujours une qualité extrêmement pointue sur des deepfakes avec de logiciels, ce qu'on appelle en open source, en accès automatique, mais c'est faisable. Vous allez pouvoir générer très très rapidement du texte, et en tout cas les déclinaisons du même texte. Vous avez un modèle, vous allez demander à un LM de vous le définir, de vous le changer en changeant le ton, ça ira extrêmement vite. Et vous allez pouvoir le diffuser de manière massive. Ça fait partie d'une approche et d'un format de game changer. Et le dernier point que l'on peut voir, c'est que maintenant, créer un site internet en utilisant des méthodes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire sans même savoir coder, mais je vais continuer à parler même s'il pleut, les éléments sont contre nous, c'est devenu faisable. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est d'arriver quasiment à financer votre propre volet d'influence informationnelle en monétisant des espaces sur les sites que vous allez créer. Là, on arrive à un nouvel espace, à une nouvelle sphère. Très rapidement, comment est-ce que vous allez fonctionner? Très rapidement, très rapidement. Ça y est, il commence à... très rapidement, comment vous allez faire? Vous allez créer un site, d'accord? N'importe quoi, on va dire, d'informations que vous allez recréer par les méthodes que l'on a mis, de moitié vrai, trois quarts faux, peu importe. Et vous allez générer du flux sur ce site. Alors potentiellement du vrai flux, parce que vous allez réagréger des gens qui vont passer. Et puis vous allez pouvoir l'augmenter de manière artificielle, avec du bot, avec du hashtag, avec des réseaux d'ordinateurs zombies, bref, peu importe. Et après, vous allez quoi? Vous allez faire quoi? Tout simplement, vous allez proposer à la vente des espaces de publicité sur ce site-là. Et un espace de publicité sur un site, eh bien, sa valeur, elle se monétise comment? Sur l'attention que vous allez capter. Le nombre de passages, le nombre de clics, le temps passé finalement, par consultation. Je ne vous dis pas que ça sera forcément sur des millions, mais ça participe à commencer à changer une forme de business model. Et je crois que le temps a couru. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Christine. S'il pleut encore à 18h, la bonne nouvelle, c'est qu'on reste ensemble. Bon, vous l'avez compris, en fait, grâce au numérique et à toutes ces applications, donc le terrorisme trouve là un formidable moyen pour accélérer sa propagande, et démultiplier son impact, l'augmenter, et à la fois pour diffuser les haines, les peurs, et en même temps galvaniser ses soutiens, et puis nous diviser. Et très objectivement, c'est un commentaire personnel, mais ils y arrivent pas si mal que ça. Mais derrière tout ça, il y a des sous-jacents. Ça a été évoqué par l'amiral Zimmermann, repris également par Christine. Il y a des sous-jacents, il y a des enjeux, et parfois d'ailleurs qui vont bien au-delà de l'enjeu terroriste en lui-même. Ce sont des enjeux financiers, parce que d'abord, il y a besoin d'argent, mais il y a aussi beaucoup de manipulation dans cet univers. Et donc, il n'y a pas mieux que Marie-Christine Dupuis-Danon pour nous parler de ces enjeux financiers, des ramifications avec le terrorisme. Alors, pour présenter Marie-Christine en quelques mots, que je ne me trompe pas, parce que si je vous reparcours la bio de l'amiral Zimmermann, ça ne va pas le faire. Voilà, donc Marie-Christine Dupuis-Danon est une experte renommée dans la lutte contre la criminalité financière. Donc elle a de nombreux ennemis sur Terre. Elle conseille de nombreux dirigeants pour aligner leur gouvernance avec leur stratégie tout en conciliant éthique et performance. Bon courage.
C'est une ancienne responsable du programme anti-blanchiment des Nations Unies. Elle est l'auteure d'ouvrages de référence sur la finance criminelle et elle partage son expérience de praticienne pour déchiffrer les évolutions des phénomènes criminels et les défis auxquels sont confrontés les acteurs publics et privés chargés de les combattre. Voilà, une fois qu'on a dit tout ça, respect. Et donc maintenant, chère Marie-Christine, nous vous passons la parole pour relier les enjeux du terrorisme, les questions du terrorisme avec la finance criminelle qui, spontanément, ça ne saute pas aux yeux. On dit pourquoi est-ce qu'il y aurait ce lien? Mais en fait, si, c'est même quasiment consubstantiel ou devenu consubstantiel. Merci, cher Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Pour une organisation terroriste, l'argent, ça sert à quoi? C'est ça, en fait, le cœur de la question. Si je vous posais la question, vous me répondriez probablement à commettre des attentats ou à financer des attentats. Mais en fait, je vais vous le montrer, ce sont des sommes très très faibles et de plus en plus faibles. En fait, pour les organisations terroristes, l'argent, ça achète deux choses principalement. La première chose, c'est que ça achète de la puissance. Et vous l'avez entendu, un groupe terroriste, il a besoin de s'ancrer dans un territoire, de créer une armée, d'acheter des armes, d'entretenir cette armée et de se développer parce qu'il y a aussi une concurrence entre des organisations pour contrôler le même territoire. L'achat de la puissance, c'est ce qui coûte le plus cher à un groupe. Monter au top et y rester. La deuxième chose qu'une organisation terroriste a besoin d'acheter, et là on vient d'en parler, c'est de l'influence. Parce que par cette influence, elle va disséminer son idéologie, elle va recruter d'éventuels candidats pour le rejoindre, et elle va parvenir à planter dans les esprits une graine qui est importante, qui est fondamentale pour elle, et qui va consister à rallier à la cause qu'elle porte des individus qui ne sont pas géographiquement directement à sa portée. Et c'est vrai que si les nouvelles technologies de l'information et de la communication, leur prix diminue, on voit tous que ça diminue. En attendant, pour être au top de l'ingénierie financière, il faut des gens qui soient très bien formés, qui soient très bien outillés, donc il faut de l'équipement high-tech dernier cri, et tout ça, ça coûte de l'argent. Un attentat terroriste, c'est pas ça qui coûte cher. Pour vous donner une échelle de prix, le 11 septembre, qui reste à ce jour l'attentat le plus sophistiqué, puisque une opération avec les 4 avions détournés et crashés simultanément, c'est 500 000 $, un demi-million de dollars. Alors à l'échelle individuelle, c'est beaucoup, mais c'est une petite somme à l'échelle des flux financiers, et notamment des flux liés au terrorisme, au capital qu'ont les organisations, de centaines de millions, voire de milliards. Et ça, c'était le top. Le Charlie, chez nous, Charlie et l'hypercacher, à peu près 25 000 €. Le 13 novembre, les attentats simultanés du 13 novembre, autour de 80 000 €. Le camion de Nice, dont parlait Alexandre, la location d'un camion, 2 500 €. Et Samuel Paty, le prix d'un couteau de cuisine. Donc l'enjeu financier, il se situe beaucoup moins au niveau des attentats qu'au niveau de la puissance financière sur laquelle vont s'établir, se pérenniser, se développer les organisations terroristes. Mais comme le disait l'amiral, l'argent non plus, ça ne pousse pas sur les arbres. Donc pour trouver de l'argent, il y a 3 sources. Première chose, vous créez de la valeur ajoutée qui génère de l'argent. Vous créez de la richesse. Et là, il y a 2 manières de la créer. Vous la créez avec des entreprises légales, et ça c'est très très peu connu, mais les organisations terroristes vont immédiatement chercher à investir et à développer dans des business légaux. Daesh, dont on parlait, va regarder ce qu'elle peut créer à proximité, ce qui va lui être utile. Des sociétés agricoles, des fermes piscicoles, des bureaux de change, parce que ça permet de manipuler des flux financiers. Le Hamas, on a mis à jour des réseaux de business, y compris des entreprises dans le secteur de la construction en Allemagne. Le Hezbollah, très organisation extrêmement riche. Je vais y revenir dans un instant.
Donc, business légaux. Deuxième manière de créer de la valeur de manière illégale, avec l'ensemble des trafics que vous avez à disposition. Trafic de stupéfiants, évidemment. Et là, le Hezbollah extrêmement impliqué dans le trafic de cocaïne avec des partenaires latino-américains. Et le blanchiment des produits de ce trafic, le blanchiment du trafic de stupéfiants. Traite des personnes, trafic d'organes, ce qui s'est pratiqué dans la zone du Levant, trafic d'antiquités, tout ce qui est matière et matière dont l'accès est soit réglementé, soit interdit, soit difficile, est une source de revenus potentiels. Deuxième manière d'avoir de l'argent, vous allez rentrer dans une logique parasitaire et vous allez absolument pomper, capter tout ce qui est contrôlé par vous. C'est pour ça qu'avoir un territoire, c'est intéressant. Parce que dès l'instant où vous mettez la main sur un territoire, vous mettez la main sur les ressources qu'il y a sur ce territoire, sur terre, sous terre, et les gens. Et Daesh, lors de sa conquête territoriale, elle commence par faire la razzia sur tout ce qui est à proximité. 500 millions de dollars dans les coffres de la Banque centrale de Mossoul, c'est bien. C'est bien, mais c'est un fusil à un coup. Donc c'est intéressant de mettre la main sur le pétrole, de mettre la main sur les ressources minières et de mettre la main sur toutes les activités économiques qui vont pouvoir être des sources de prédation, de raquettes. Contrôler les routes avec des péages, contrôler ce que les gens, les obliger, les racketter, les obliger à donner pour la cause. Et immédiatement, vous allez voir cette logique territoriale, et c'est pour ça que les organisations qui traversent le temps, quelle que soit leur localisation géographique, en Asie, en Afrique subsaharienne, au Levant, et même à petite échelle chez nous, vont immédiatement chercher à contrôler des territoires, des gens et absolument tout ce qui se passe dessus. Troisième possibilité pour avoir de l'argent, on vous le donne. Alors financer directement le terrorisme, c'est réglementé, c'est interdit par la Convention des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme. Mais financer l'idéologie, là on rentre dans une zone grise. La captation d'une aumône obligatoire qui est prévue par un des piliers de l'islam qui s'appelle la zakat et qui consiste à redonner pour des fins caritatives 2,5% de votre richesse chaque année. Donc c'est une aumône qui est pas condamnable ou critiquable en soi, mais ce qui va être intéressant pour l'organisation terroriste, c'est de se dire comment je vais détourner cette manne à mon profit. Et là, elle va entrer sur le champ du caritatif, de l'humanitaire. Et les organisations ont bien compris tout le profit qu'il y avait à jouer double jeu. Une partie qui va effectivement être mise au bénéfice des populations et conduire des opérations caritatives. Et ça, en plus, ça vous attache, ça vous enracine dans le territoire, parce que les gens dépendent des actions sociales, éducatives, pour la santé, pour les infrastructures qui sont mises en place, mais en même temps, et c'est très très difficile de discriminer quelle part va au caritatif et quelle part va au financement de l'idéologie et de l'action violente, en même temps, une partie de ces sommes vont servir à l'organisation terroriste pour acheter des armes et pour développer ses infrastructures militaires. Et c'est ainsi que l'on voit que de plus en plus d'organisations répondent à la contrainte qui est mise par les États en développant une branche militaire et une branche politique. La branche politique va faire de la sensibilisation idéologique, se positionner comme interlocuteur politique. La branche militaire, elle, va acquérir de l'armement, acquérir de la puissance, se renforcer et potentiellement développer une stratégie pour conduire des actions violentes
ni plus ni moins que des actions terroristes. Et en vous disant ça, vous pensez très très probablement à ce qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, avec toutes les discussions que vous entendez, parce qu'on en parle dans les médias, sur le Hamas, sur le Hezbollah, sans forcément être en capacité de replacer ce qui se passe dans le contexte plus large de comment ces organisations se sont développées, se sont enracinées, conduisent des actions terroristes et contournent ainsi tout ce qui est mis en place pour lutter contre l'action violente à travers le terrorisme. Donc je garde pour le deuxième tour ce qu'elles font et ce qu'elles font notamment vis-à-vis du développement des nouvelles technologies, des cryptos. Je pense que oui. Je suis d'accord, on le garde pour le deuxième tour, qui sera plus court que le premier. Je préviens tout le monde tout de suite. Merci en tout cas à tous les trois pour ce premier tour d'horizon. Je crois qu'on a compris que la menace terroriste existe, il n'y a pas de doute. Elle est très islamiste dans son développement et sa perpétuation depuis quelques années. Elle se développe, elle mute, elle se nourrit de tous les conflits actuels, notamment au Proche et au Moyen-Orient. Elle utilise tous les moyens à sa disposition, en particulier ceux qui sont offerts par Internet pour démultiplier son impact. Et puis, on l'a compris également, elle est très sophistiquée dans sa manière de chercher à se financer pour se rendre plus puissante et encore plus efficace. Et ça aussi, c'est redoutable. Alors quand on entend tout ça, on se dit, bon, que faire ? Et donc la question se pose, et le seul qui peut y répondre, qui peut vraiment y répondre, c'est Didier Lebray. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Parce que Didier Lebray, d'abord un parcours exceptionnel, c'est un ambassadeur. Il a été ambassadeur en Haïti en 2010, notamment lorsque la terre a tremblé là-bas. Ensuite, il est arrivé au centre de crise du Quai d'Orsay, qu'il a dirigé pendant plusieurs années. Et comme il connaît très bien à la fois un certain nombre de zones sensibles comme la Russie, qu'il a un passé diplomatique important, il a été appelé à exercer des fonctions extrêmement intéressantes qui l'ont plongé au cœur des enjeux de renseignement. Il est devenu, entre 2015 et 2017, le coordinateur national du renseignement auprès du président de la République. Une fonction qui lui a permis de se plonger au cœur des enjeux contemporains en matière de sécurité et de fait de terrorisme. Ce CNR a d'ailleurs depuis évolué pour s'appeler le Conseil coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, le CNRLT. Alors, Didier aujourd'hui dirige l'Académie diplomatique du Quai d'Orsay, une organisation nouvelle qu'il a contribué à créer depuis 2 ans. Il en est le directeur, mais il n'en reste pas moins qu'il est toujours très affûté sur les questions qui touchent à ces enjeux de sécurité. Et donc Didier, aujourd'hui, face à cette menace terroriste et ses multiples formes et façons d'agir, où en sont les parades et les moyens de nous défendre à la fois au niveau national, mais aussi sur une échelle plus large, au plan international, parce que, évidemment, la menace terroriste n'a pas de frontières, ni de limites d'ailleurs. Merci Alexandre. En passant de fonction de CNR à celle de directeur de l'Académie diplomatique, j'ai gagné un pluriel, parce qu'autrefois je m'occupais du renseignement, et là je fais des renseignements au sens où on aide à diffuser de l'information, à faire que les diplomates soient mieux renseignés dans le sens le plus large du terme. Quand j'étais dans ces fonctions de CNR de 2015 à 2017, alors 2015, si vous êtes au lycée, donc vous étiez très très jeune, mais il faut se souvenir ça a été évoqué par tous ceux qui ont pris la parole avant, on a vécu 2 années absolument atroces. Donc moi c'est les 2 années où j'étais à l'Élysée, et matin, midi et soir, quand on était au travail, on se posait la question de savoir où ça allait se passer et comment on arriverait à prévenir le prochain attentat. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est un peu le témoignage de 2 années passées à l'Élysée, et on s'est efforcé, une fois encore, de faire face à quelque chose qui ressemblait à un tsunami. Alors pourquoi c'était un tsunami ? Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'à l'époque, une fois encore, c'était totalement obsessionnel, et qu'aujourd'hui, pour vous, je dis bien pour vous, parce que dans le reste du monde, le terrorisme continue à frapper, et la plupart des populations qui en sont victimes, comme vous le savez, ça a été dit pendant le forum, ce sont des populations qui sont au sud,
Et ce sont souvent d'ailleurs des populations musulmanes victimes du terrorisme islamiste. Donc il faut avoir ça en tête. Mais en tout cas, vous, ça vous paraît aujourd'hui un peu lointain, parce qu'il ne se passe plus grand-chose sur le territoire. Il faut quand même savoir que cette année, il y a plusieurs attentats qui ont été déjoués, ce qui veut dire que c'est là, vous ne le voyez pas, mais les services sont actifs. Alors pourquoi est-ce que je parlais tout à l'heure d'un tsunami? C'était un tsunami parce qu'il y a eu un alignement de planètes absolument effroyable. Pour qu'il se passe ce qui s'est passé sur le sol national, c'est-à-dire des centaines de victimes, on n'avait pas vu ça depuis la guerre, en tout cas en période de paix, il a fallu un alignement de planètes absolument incroyable. Il a fallu, d'abord, qu'au lendemain des printemps arabes, il y a un pays qui décide de réprimer férocement sa population. C'était la Syrie avec Bachar el-Assad, qui a créé les conditions d'un chaos et d'un terreau extrêmement fertile à l'arrivée de l'État islamique, qui avait déjà une implantation très forte depuis les années 2000 en Irak. Mais il a fallu le printemps arabe, c'était pas courant dans l'histoire, en tout cas contemporaine du terrorisme, qu'une organisation terroriste s'installe sur deux pays, la Syrie et l'Irak. Et là, je commence à décliner l'alignement qui a été évoqué par Marie-Christine. Il a fallu effectivement qu'après le sac de Mossoul, cet État islamique ait pu récupérer une somme qui était non négligeable. Il a fallu aussi une organisation qui nous mette à l'épreuve militairement au point, dans un format de coalition, qu'on décide d'y aller de manière déterminée, mais ça a pris du temps, entre les premiers mouvements en 2011 jusqu'au moment où, en 2015, étant frappé directement chez nous, on décide de passer à l'offensive directe. Il a fallu aussi que notre pays soit un pays européen, donc libre, ouvert. C'est la beauté et la fragilité des démocraties. Nous sommes des pays ouverts, avec des frontières poreuses. L'Europe, puisqu'on a confié la sécurité de nos frontières à ceux qui en ont la charge à l'extérieur des frontières européennes. Il a fallu aussi une jeunesse particulièrement mal en point. Vous savez que sur les 5000 jeunes, moins jeunes, mais surtout jeunes, qui ont quitté l'Europe et qui sont allés rejoindre le théâtre du Levant en Syrie, principalement, mais aussi un peu en Irak, sur les 5000, il y en avait 1400 qui étaient français. 1400 qui avaient, pour la plupart d'entre eux, votre âge. Comment est-ce qu'on explique qu'à un moment, ça puisse traverser l'esprit de jeunes Français d'aller sur un théâtre de guerre, de faire l'expérience de la guerre, du crime, de l'horreur, et pire encore, d'avoir l'idée éventuellement de revenir et de porter les armes contre son propre pays. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Les profils étaient extrêmement variés. Il y en a eu sur tout le territoire des départs, y compris dans les endroits les plus improbables. On a essayé de faire une typologie de ces profils. Alors il y a des choses qui paraissaient évidentes, mais qui à l'époque ne l'étaient pas. Souvent des enfants qui avaient pu être accueillis dans des familles d'accueil, des enfants ou des jeunes qui avaient fait une sortie de route, que ce soit familiale, professionnelle ou en études, et puis qui à un moment, c'est ça le point déterminant, à un moment croisent une personne ou un message sur les réseaux sociaux et qui d'un coup fait écho avec ce qu'ils vivent, avec leur drame personnel, le sentiment d'avoir raté leur vie, le sentiment d'avoir été injustement traités, d'avoir été victimes de quelque chose. Ce discours autour de la victimisation a été très puissant pour aller chercher les jeunes. Dans le journal qu'on citait d'Abik, Dabik c'est dans la propagande de Daesh, c'est reprendre un élément qui existe dans la littérature de l'islam, qui est le moment où les mécréants sont chassés de la terre sainte d'islam, et c'est le moment où ça bascule. Dabik, c'est le moment d'apocalypse où enfin l'islam triomphe.
Donc pourquoi ils ont appelé cette revue d'habits? C'était une façon, on ne vend pas un narratif qui est un peu en berne ou pas très sexy, comme on dit. Donc là, le narratif était très puissant. On a les armes, on a le territoire, on a des pays qui sont faibles parce que idéologiquement ils sont désarmés, parce qu'ils ont une jeunesse désorientée, parce que partout on entend qu'il y a de l'islamophobie, et donc s'il y a de l'islamophobie, c'est bien que les musulmans sont persécutés, et s'ils sont persécutés, il faut bien qu'ils aillent porter les armes contre les pays qui les persécutent. Donc on appelait les Français eux-mêmes à prendre les armes contre d'autres Français. Donc tout ça a été un alignement de facteurs assez exceptionnels, au point qu'il a fallu à la fois se réarmer sur le plan national, il a fallu aussi porter le combat sur place, il a fallu aussi cette vague d'attentats qui nous a convaincus qu'il était temps d'agir, mais tous n'étaient pas convaincus. Souvenez-vous, en 2014, quand les lignes rouges sont franchies, quand Bachar al-Assad a recours aux armes chimiques pour tuer sa propre population, et que le président Obama avait dit à l'époque, si ces lignes rouges sont franchies, nous interviendrons militaires. En août 2015, nous étions tous prêts à intervenir. Et en 2013, pardon, excuse-moi, c'était en 2012. En 2013, nous étions prêts à intervenir et nous n'avons pas pu intervenir puisque le président Obama, à la dernière minute, a considéré que l'enjeu n'en valait pas la chandelle. Et donc, voilà, il a fallu tout ça. Alors, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on a fait à ce moment-là, ce que je peux vous dire, c'est que dans la façon dont on a organisé la riposte, il a fallu à la fois se mettre en situation de convaincre nos services qui étaient très convaincus, mais qu'il fallait mutualiser la totalité des moyens dont on disposait pour pouvoir mettre l'ensemble des ressources dans cette lutte contre le terrorisme. Ça paraît peut-être évident, vous vous dites après tout, quand on a 6 services de renseignement, il est normal qu'ils coopèrent. On parlait de financement, Tracfin est un service de renseignement, on parle la DGSE pour le renseignement extérieur, la DGSI qui avait le leadership d'ailleurs sur la lutte contre le terrorisme sur le territoire national. Il y avait d'autres services aussi qui ont été mobilisés. Mais en réalité, les services de renseignement, ils ont tendance à travailler chacun dans son champ de compétences. Donc à partir du moment où vous leur dites il y a un objectif commun et il faut partager davantage de renseignements en temps réel pour éviter d'avoir à découvrir les attentats au moment où ils se produisent. Donc ce n'était pas si évident, il a fallu leur donner plus de moyens, plus de latitude également dans leur façon d'agir. Alors vous imaginez bien que pour un pays dont l'état de droit est au cœur même du projet qu'on défend, le projet de démocratie, ce sont de véritables arbitrages qu'il faut être capable de rendre. Jusqu'où on va dans notre capacité à faire confiance à nos services, à leur donner plus de moyens, avec aussi des risques potentiellement, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est ce que les Américains appelaient l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est-à-dire qu'en gros, le terrorisme, ça vise à déstabiliser nos vies, notre conception de la démocratie, au point qu'à un moment, on va dire, on préfère ne plus avoir de liberté, donner tous les moyens aux services sécuritaires, aux renseignements, créer des tribunaux d'exception, faites en sorte que la justice soit rendue, mais que ça soit fait toujours dans une logique qui soit plus efficace pour le terrorisme. Bref, on ouvre petit à petit des espèces on fait des petits coups de canif, et c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Le terrorisme, avec très peu de choses, il se déplace dans ce magasin et il fait des dégâts collatéraux colossaux sur notre conception de la démocratie. Et toute la difficulté de la lutte contre le terrorisme, c'est précisément d'essayer de ne pas jouer avec les armes de l'ennemi au prix ensuite de renoncer à ce qu'on est. Souvenez-vous, quand Daesh et Dabiq, je reviens à cette revue, a montré les premiers otages, les premiers occidentaux qui avaient été pris, ils les revêtaient d'une tenue orange. Vous ne vous souvenez pas, mais cette tenue orange, ça fait référence à Guantanamo. Guantanamo, c'est un lieu c'est une enclave juridique, c'est une enclave dans l'état de droit américain où tout est permis, y compris la torture. Donc si vous vous battez contre le terrorisme, c'est que vous avez une certaine idée de la dignité de l'homme, de ce que sont les droits de l'homme. Si vous avez recours aux instruments même
du terrorisme, que sont la torture, la négation de votre liberté fondamentale qui est de disposer de votre corps. C'est que vous avez perdu le combat. Et c'est ça, fondamentalement, que le terrorisme cherche à faire. C'est à nous mettre dans la situation où on renonce à ce qui est l'essence même de nos sociétés. Je n'ai pas répondu vraiment à ta question, mais peut-être que pour éviter un long tunnel, on répondra aussi aux questions. Mais en tout cas, sachez que la lutte contre le terrorisme, c'est toujours une question d'équilibre. Il faut arriver... moi, j'ai été très surpris le premier, quand j'ai pris mes fonctions. J'ignorais que, mais c'est peut-être une spécificité de la France et de certaines grandes démocraties, que même quand on a des services de renseignement très puissants, on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand le 13 novembre 2015, le président Hollande, l'instruction de bombarder l'ensemble des cibles, l'ensemble des lieux où on savait qu'il y avait des camps d'entraînement, où il y avait des états-majors, où on savait que... vous ne pouvez pas imaginer le nombre de propositions qui sont faites avant de pouvoir être certain qu'on va y aller, parce que généralement, ces lieux étaient à proximité, voire dans des lieux où il y avait des civils. Et le nombre de fois où on a renoncé à certaines frappes pour éviter justement de faire ça. Est-ce que vous pensez que les terroristes s'embarrassent de ça? Bien sûr que non, puisque l'objectif premier du terrorisme, c'est de cibler en priorité des civils. C'est de faire mal là où vraiment ça peut faire le plus mal. Et avant même de faire une frappe, vous avez ce qu'on appelle un dossier d'objectif qui est instruit. Et même le président de la République ne peut pas faire quelque chose qui serait contraire à ce qu'on considère être la façon de conduire la guerre. Ça peut vous paraître étrange, mais c'est comme ça. De la même façon qu'on ne peut pas mettre tous les Français sur écoute. Il y a des règles. Et y compris de la même façon, là vous avez aujourd'hui, on parle beaucoup d'OQTF et de ce crime atroce qui a été commis. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1 millier de Français ou assimilés qui ont été condamnés. Il y en a 400 qui continuent à purger leur peine. Il y en a 400 qui ont été libérés autour de 2019. Donc ceux-là, ils sont suivis. Ils sont suivis par les services de renseignement. Mais on ne peut pas. On peut effectivement leur demander de pointer au commissariat. On peut leur mettre des bracelets électroniques. Mais il y a des règles de droit. Une fois que vous avez purgé votre peine, vous êtes considéré comme étant... Vous pouvez être surveillé. Mais vous êtes réputé avoir purgé votre peine et pouvoir retrouver une forme de vie normale. Eh bien, c'est tout ça qui rend la lutte contre le terrorisme absolument improbable. C'est qu'on doit lutter avec les armes de la démocratie tout en étant efficace. Merci Didier. On ne le dira jamais assez, c'est à la fois la force et la faiblesse de nos systèmes. C'est la force parce qu'on a l'arme, on a toutes les armes. Et en même temps, on a le droit. Vous voyez, c'est une espèce de système bicéphale avec la force d'un côté, le droit de l'autre, et le droit va contrôler la force, et ce qui empêche aux démocraties de dériver comme d'autres pays dérivent, où l'usage de la force n'est pas contrôlé, pas encadré, et où parfois il n'a absolument aucune limite et aucune morale. Vous le constatez comme moi, c'est qu'en fait il est très difficile d'être le maître des horloges, puisque globalement j'avais prévu un deuxième tour et on est déjà largement embarqué dans l'heure et il nous reste 25 minutes. Il y a sans doute des questions, donc nous allons s'aborder le deuxième tour. Tant pis pour les choses brillantes que vous aviez préparées, mais je suis sûr que en bons orateurs, vous allez les recycler au travers des questions qui nous seront posées. Rien n'est perdu, tout se transforme, rassurez-vous. Alors, la parole est à la défense ou à la salle. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut se risquer à une première question? Je vois un doigt qui se lève, j'en vois 2, 3. Bon, ça va, on a des questions, ouf. Alors là-bas, par exemple, si vous avez un micro. Merci. Bonjour. On a parlé donc des réseaux sociaux, des médias et de l'impact qu'ils avaient sur la perception du terrorisme pour les civils. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à cause de ça, on est dans des sociétés terrorisables et que ça permet donc au terrorisme de se servir de nos peurs, parce que quand l'humain a peur, il réagit pas donc sous l'émotion, c'est ce que vous disiez. Et donc de manière non réfléchie, et que finalement c'est un cercle vicieux et qu'on se met en danger par nous-mêmes.
qui veut répondre? Alors, réponse 2 minutes, sinon je coupe parce qu'il y a plein de questions. Non mais ça va, ouais. Oui, ça va très bien. Oui, nous sommes dans une société entre guillemets terrorisable. Pourquoi? Parce que finalement, nous sommes très sensibles à tout cela. Et après, il y a un côté médiatico-politique qui prend la suite. Et vous avez vu que vous êtes rendu compte que nous sommes dans une société aussi qui est un peu fracturée. Donc c'est là-dessus que va jouer le terrorisme. Qu'est-ce que veut le terroriste? Il veut le chaos. Il veut arriver à des fins de combat pour réduire à néant toute tentative d'apaisement. Et donc ça, oui, nous sommes terrorisables, bien sûr. Parfait, 25 secondes, on ne peut pas faire mieux. Allez, 30 même. Je vais essayer de faire bon usage de mes 25 secondes. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a un point que je n'ai pas évoqué parce que je pense qu'on m'aurait expliqué sur le côté que j'avais plus le temps. Quand vous allez utiliser les réseaux sociaux ou quelque autre outil numérique, en règle générale, sauf si tel Baba Yaga vous effacez les traces derrière vous avec un balai, ce que, à mon avis, beaucoup dans la salle ne font pas. C'est à peu près comme si vous marchiez dans la neige. Donc, à partir du moment où vous avez en face de vous des gens qui n'ont pas de problématiques éthiques dans la captation des données que vous allez avoir, eh bien, on va pouvoir assez facilement définir des profils, soit par individu, soit par groupe. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir une cartographie assez rapidement de ce qui va plus ou moins vous faire réagir. Donc, de ce qui vous fera plus ou moins peur, mais on n'a pas que la peur dans les émotions fortes. Alors, on a évidemment tout ce qui va générer des émotions positives, ça marche aussi. On peut les détourner, on peut essayer de jouer sur des émotions positives, sur des éléments discutables. On a le dégoût. Quand on a parlé, ça a été évoqué, de gens qui étaient dans des situations difficiles, qui avaient senti du rejet, qui avaient senti de la rupture, etc. On va redonner du sens et on va insister sur regarder ce dégoût. Il est déjà existant. Vous allez pousser un petit peu dessus et vous offrez une alternative. C'est quand même quelque chose qui a été beaucoup amené, cette possibilité d'alternative. Ce qu'on retrouvait d'ailleurs dans certaines pages de Dabiq, entre autres. C'était pas que uniquement, même s'il y avait des éléments contre, il y avait aussi regarder ce que l'on vous promet à plus ou moins court terme. Donc il y a ces éléments-là. Mais on l'est tous, vous comme les autres. La moyenne d'âge dans la salle est assez jeune. On a tendance à dire que c'est toujours les jeunes qui vont être les plus sensibles, qui vont le plus diffuser, repartager des fausses nouvelles ou autres. Sans vouloir faire de jeunisme, c'est pas forcément vrai quand on regarde les chiffres. Vous n'êtes pas forcément le maillon faible. Loin s'en faut. Bon, c'est une bonne nouvelle. Il y a une question par là-bas, je crois. Allez-y. Où vous voulez. Ah, très bien. Ah bah, elle est là. Moi, j'avais une question par rapport à une référence que vous aviez fait au tout début par rapport au cyberterrorisme et au bioterrorisme. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste, surtout pour le bioterrorisme? Le mieux placé, c'est l'amiral pour répondre. Alors, en matière de... Je vais vous donner un exemple très simple, parce que ça vous permet de comprendre cette affaire. Le bioterrorisme, si vous voulez, prenez la pandémie du Covid. Vous avez vu qu'il y a eu une énorme difficulté mondiale à lutter contre cette pandémie. Eh bien, si vous arrivez à diffuser un virus du type coronavirus XX, eh bien, vous allez avoir un impact terroriste énorme sur l'ensemble de la population. Un exemple très simple, on avait une grande peur à un moment de l'infection de l'eau. Il y a quelques années, on avait très peur de cette infection de l'eau, parce que ça, tout le monde en boit, ça se diffuse, etc., etc. Donc le bioterrorisme, c'est quelque chose qui est latent, mais qui risque un jour de nous arriver, et c'est un des points focaux de l'attention de beaucoup de services et des forces de sécurité classiques. On en a beaucoup parlé au moment du Covid, mais vous ne vous souvenez pas, parce qu'une fois encore, vous étiez peut-être trop jeune, mais il y a eu un moment qui nous a mis aussi à rude épreuve. Moi, j'étais au centre de crise à ce moment-là, c'est l'épidémie d'Ebola sur 3 pays d'Afrique de l'Ouest. Vous vous en souvenez ou pas, non? Bon, Ebola, c'est assez terrifiant parce que les manifestations extérieures de cette pathologie sont très spectaculaires. Et on avait, par exemple, refusé l'aide de la Russie pour des raisons très simples. C'est qu'on sait qu'il y a des puissances qui aujourd'hui cherchent à prendre possession, à stocker des souches qui pourraient être disséminées.
et constituer des armes de premier choix. Vous vous souvenez qu'au moment du Covid, il y a eu tout un débat sur un fameux laboratoire P4. Alors qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire P4? C'est un laboratoire, d'abord, que très peu de pays dans le monde savent construire, réaliser. Ça permet de travailler là encore sur des virus, sur des souches qui sont particulièrement dangereuses. Et on a mis longtemps avant d'accepter, par exemple, d'avoir un partenariat avec nos amis chinois là-dessus. Pas parce qu'on les soupçonnait forcément d'avoir envie de cultiver des choses que la morale réprouve, mais on ne sait jamais. Et vous vous souvenez à quel point l'attention a été focalisée au début de l'affaire du Covid. D'ailleurs, toute la lumière n'a pas été faite sur le départ de cette pandémie, mais il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont conduit à se poser la question de savoir si ce n'était pas peut-être une erreur involontaire, humaine, qui avait conduit à faire que ce virus serait sorti malencontreusement de ce laboratoire. Donc pour vous dire que beaucoup de pays, et non des moindres, ils travaillent depuis longtemps en se disant que finalement c'est un très bon rapport coût-impact. Oui, on peut aussi très bien imaginer qu'un pays décide d'empoisonner les terres d'un autre, et à ce moment-là, vous avez tout un territoire qui devient non cultivable. Et ça aussi, c'est une forme de menace qui peut aussi s'avérer. On ne lui a pas répondu sur le cyberterrorisme. Le cyberterrorisme, c'est utiliser l'hyperconnexion de nos sociétés, donc leur hypervulnérabilité, utiliser l'arme cyber pour commettre quelque chose qui déstabilise et qui crée un chaos, donc des morts. Voilà. C'est le moyen par lequel on va diffuser la terreur dont on a parlé. Et sur le cyberterrorisme, là encore j'ai le temps en cours, on a quand même un petit enjeu là-dessus, c'est que quand vous allez essayer de créer ce qu'on appelle une arme cyber, c'est-à-dire un virus qui sera particulièrement efficace, déjà il faut avoir la compétence pour le faire. Souvent on dit que vous allez aller sur de l'infrastructure dite critique, on va penser aux centrales nucléaires par exemple, au système électrique, au système hydroélectrique. Vous imaginez bien que de l'autre côté il y a des gens qui passent leur temps à faire de la sécurité des systèmes d'information et à patcher les failles, c'est comme ça qu'on dit. Donc il faut que vous ayez un système de reconnaissance, il faut que vous ayez une capacité. Bon, il y a un autre cas, c'est que quand vous allez envoyer un virus, parce qu'on a une interconnexion qui est très forte, et ben c'est un peu comme une pandémie biologique. Vous allez avoir beaucoup de mal à ne pas, du moins à pouvoir maîtriser jusqu'où est-ce que ce virus va aller et à potentiellement ne pas le reprendre chez vous. Et ça fait partie des éléments qui jusque-là participent à un peu temporiser l'usage de cyberarmes. En tout cas, c'est une des théories qui est mise en avant pour expliquer qu'on n'a pas plus de Stuxnet, par exemple, ou ce genre de choses. Si tu m'autorises, Alexandre, cette guerre cyber, elle existe. C'est une composante majeure de la façon dont les Russes, aujourd'hui, sont en train de conduire leur guerre en Ukraine, qu'ils avaient testé à grandeur, à échelle réelle, avec un pays qui est hyper connecté, hyper en avance sur tous les autres pays, l'Estonie, où ils ont mis à bas tous les systèmes informatiques de l'Estonie. Mais il n'y a pas une seule structure un peu sensible, ne serait-ce qu'en France, qui ne fasse pas l'objet, à une échelle que vous ne soupçonnez même pas, c'est-à-dire des centaines, voire des milliers d'attaques chaque jour sur nos systèmes informatiques, critiques ou pas, peu importe, parce que ça peut être au départ pas très critique, mais en entrant dans ce système, vous pouvez toucher par ricochet d'autres systèmes. La cyberguerre, c'est même plus quelque chose de potentiel. On le vit tous les jours aujourd'hui. On sait que pendant les Jeux Olympiques, il y a eu beaucoup de tentatives et d'attaques pour perturber le bon fonctionnement à travers des différentes infrastructures qui sont toutes connectées à Internet. Question là-bas, et après il y en a une au milieu. Oui, alors moi j'avais une question un peu peut-être globale. Comment doit-on éradiquer le terrorisme? Parce que vous l'avez évoqué, parfois le terrorisme peut être un mouvement de résistance dans des pays qui se battent pour leur indépendance ou même la reconnaissance de leur territoire. Donc pour moi, ça m'intéresserait de savoir comment on peut éradiquer ça, parce que ça semble inévitable et ça semble inarrêtable surtout. Merci. Peut-être une question pour Didier, et peut-être faire le pendant avec la lutte antiterroriste à l'échelle plus globale que la France, c'est-à-dire la coordination internationale. Mais en fait, la réponse... comment est-ce qu'on peut arriver à réduire le terrorisme, c'est comment est-ce qu'on arrive à réduire les conflits ou les guerres. C'est-à-dire c'est la résultante d'une addition, d'une somme d'échecs. D'échecs dans notre capacité à éduquer convenablement nos enfants, à leur donner de l'espoir, à ce que nos sociétés aussi démocratiques, là je parle pour ceux qui sont partis, dont je parlais, à leur donner une espèce
d'horizontalité dont on a tous besoin. À vos âges, on a à la fois peut-être beaucoup dans vos petites affaires, mais vous êtes habité par une espèce de besoin de vous dépasser. Et nos sociétés qui sont très matérialistes, très consuméristes, on a tendance à oublier cette dimension. Alors il y a 20 ou 30 ans, c'était les sectes qui fleurissaient en France, mais c'est toujours la même histoire. Et donc à l'échelle internationale, si on veut lutter efficacement contre le terrorisme, il faut simplement développer encore, coopérer, faire en sorte que les pays qui sont aujourd'hui traversés par cette espèce de chimère puissent avoir des réponses au long terme. En France, l'amiral citait la terreur en 1793, mais pourquoi est-ce qu'il y a une terreur à ce moment-là? Au nom d'ailleurs du peuple. Quand Robespierre fait tomber des têtes à ce moment-là, quand il y a des tribunaux d'exception, c'est au nom toujours du peuple et pour que la révolution parvienne à ses fins. Et donc, qu'est-ce qui a mis fin à la terreur? C'est que la terreur, à un moment, se consume d'elle-même. C'est comme Chronos qui mange ses enfants. Une fois qu'il n'y a plus personne à terroriser, on passe à autre chose. Alors, dans votre question, éradiquer le terrorisme, si vous voulez, c'est aussi une question d'éducation. Le terrorisme ne sera jamais éradiqué par une opération militaire ou une opération de police. C'est une question d'éducation et de ramener les extrêmes vers la raison. Ça, c'est le premier point. Avoir une liberté de penser, une ouverture vers l'autre, et ça, depuis 2 jours, on n'arrête pas de le répéter. Il faut enlever la haine de votre cœur, aller vers l'autre et surtout ramener les extrêmes vers la raison. Même si on peut avoir une raison passionnée, mais la raison, c'est quand même le cœur de la vie. Merci Patrick. Merci, bonjour. Je voudrais savoir, qu'en est-il aujourd'hui, parce qu'il y a eu une grande évolution certes du terrorisme, mais au niveau du financement des États. Parce qu'on le sait, durant la guerre froide, on a eu de nombreux États qui ont décidé de financer des mouvements dits de résistance ou terroristes, notamment en Afghanistan et au Laos ou au Vietnam. Donc si vous avez quelque chose là-dessus. Merci. On va vous dire quelque chose là-dessus, c'est promis. Marie-Christine ? Sur le financement, forcément. Et peut-être un point d'évolution également pour compléter le propos par rapport aux nouvelles formes de financement, peut-être le rôle des cryptos qui rend encore plus compliqué la traçabilité des flux financiers. Oui, là c'est une question de traçabilité, mais je vais essayer de répondre à cette question qui est très délicate. J'ai essayé de vous montrer comment il y avait cette zone grise, en fait, cette zone d'ambiguïté, du soutien à une idéologie, cette idéologie étant elle-même extrêmement liée à un certain nombre d'acteurs. Des acteurs qui sont des acteurs non violents et des acteurs qui s'emparent de ça pour conduire des actions violentes. Financer le terrorisme en direct, en théorie, dans un monde idéal, ça ne devrait plus se passer. Mais vous avez des organisations, des entités qui sont des proxys, c'est-à-dire des entités agissant pour le compte de... Donc vous avez l'Iran qui pose problème, qui a 3 proxys dont on parle actuellement beaucoup. Le Hezbollah, le Hamas et les Houthis au Yémen. Les financements peuvent être financiers, ils peuvent être en armes, en nature, mais ça reste du soutien à l'organisation terroriste. Et puis vous avez des pays qui vont soutenir ou qui vont créer un environnement de soutien à des idéologies. Et là, vous pensez peut-être, parce qu'on en parle également beaucoup, au Qatar, qui est idéologiquement très très proche des frères musulmans dont le Hamas est l'organisation locale implantée et créée à Gaza. Donc, le gris, c'est la couleur dominante. L'argent va circuler là-dedans. Il va circuler via la zakat, comme je le disais, mais il va circuler aussi parce qu'il y a des financements qui sont des financements d'appui à des infrastructures, dont une partie va être détournée. Vous avez des financements qui sont des financements à caractère humanitaire, dont une partie va effectivement aller aux populations, une autre partie va être détournée. Et puis vous avez des systèmes que nous, pays occidentaux, contribuons à maintenir, qui sont dans le système financier international des espèces de zones qui, de fait, sont des zones où il se passe encore à peu près tout et n'importe quoi, des zones de quasi-non-droit. Ce sont les places offshore. Dans ces places offshore, vous allez avoir des milliards de dollars. Quand il y a des leaks, c'est-à-dire des fuites, parce qu'un hacker va tirer des datas et les diffuser, les donner à des journalistes qui les diffusent, qu'est-ce qu'on voit ?
on voit que dans ces centres offshore, vous avez des actifs qui ont été placés par toutes sortes d'acteurs, dont des entités liées à la criminalité organisée, dont des entités liées à des organisations terroristes. Ils ont des fonds qui sont abrités dans ces places. Donc il y a une part de responsabilité sur le traitement de ça. Et enfin, sur l'évolution des nouvelles technologies, évidemment, tout est toujours réglementé, mais le droit a toujours un cran de retard par rapport à la réalité de ce qui est technologiquement élaboré et que l'on fait évoluer en permanence. Et là, vous avez sur la question des cryptos une réglementation qui est en place, mais des nouvelles formes de codage de cryptoactifs qui sont mis sur le marché ou de stablecoins qui vont être utilisés par toutes sortes d'acteurs qui ne veulent pas passer par la finance internationale réglementée, par le système financier international. Parmi ces acteurs, vous allez avoir des entités terroristes. Pour revenir juste en un mot sur le terrorisme d'État, des trois grandes formes de terrorisme, que ce soit le terrorisme révolutionnaire, celui dont parlait la terreur de 1793, le terrorisme de libération nationale, c'est-à-dire les luttes de résistance pour l'indépendance, qu'on a qualifié de terrorisme au moment où nous on le vivait. Le terrorisme d'État, c'est sans doute celui qui est le plus compliqué à combattre, pour une raison simple, c'est que l'État islamique y était presque parvenu, c'est que vous avez un État qui est adossé, alors en direct ou indirectement, à une politique de terreur. Quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, son premier acte politique, c'est de reprendre la guerre en Tchétchénie. Et pour reprendre la guerre en Tchétchénie, pour légitimer une guerre dont il savait qu'elle allait le rendre extrêmement populaire, il n'a pas hésité à apporter lui-même la terreur. On pense que les attentats terroristes de Moscou avaient été en sous-main fomentés par les services secrets russes. Donc, cette terreur devient un instrument de domination, un instrument de gestion politique, mais c'est aussi un instrument de politique étrangère. Aujourd'hui, la guerre que mène la Russie en Ukraine, ce n'est pas une guerre classique. C'est une guerre qui vise à faire comprendre à un peuple qui a une langue, qui a une histoire, qui a été indépendant de la Russie, même si les Russes ont du mal à l'accepter. Cette guerre, elle vise à éradiquer le projet même de nation et d'identité. C'est pour ça qu'ils sont aussi occupés des musées, c'est pour ça qu'ils transfèrent des populations d'enfants, pour montrer que les enfants ukrainiens ont vocation à être élevés en Russie. C'est pour ça d'ailleurs c'est qualifié de crime de génocide. Et donc vous voyez, ce terrorisme d'État, quand il est appliqué en politique domestique, ça fait ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire le mensonge est érigé en dogme et en vérité. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est la terreur qui prend le relais. Et en politique étrangère, c'est ce qui amène aussi à faire une guerre où vous avez des soldats de 20 ans qui viennent de Bouriassi, qui sont à Boutcha, qui font un massacre épouvantable, et qui, quand ils rentrent à Moscou, sont décorés au Kremlin par Poutine lui-même. C'est une façon de sacraliser la notion même de terreur. Dire, c'est pas la guerre qu'on veut faire, ce qu'on veut, c'est terroriser les gens pour que plus jamais ils n'imaginent qu'ils puissent avoir une vie indépendamment de nous. Juste en rebond là-dessus sur le financement et la structuration des États, vous avez aussi parfois des collusions parce que le numérique va vous permettre de pouvoir appuyer votre déni plausible parce qu'il y a des questions d'attribution qui vont être un petit peu plus délicates et vous pouvez avoir des cas pour continuer à parler de la Russie. Peut-être que vous vous rappelez d'un groupe qui s'appelait Conti, qui a été un des poids lourds de la cybercriminalité, qui faisait notamment du rançongiciel, du ransomware. L'idée étant de chiffrer les données de différentes entreprises et dire que contre une amende d'un montant en crypto à définir, eh bien, on vous donnait la clé de déchiffrement. Accessoirement, quand on a chiffré vos données, on les a déjà récupérées et vous aurez probablement une double, voire une triple monétarisation. Vos données seront revendues en fonction de leur qualité, voire seront utilisées pour du chantage.
Quand vous êtes dans ce cadre-là, là, il y a eu effectivement des leaks parce qu'ils ont ouvertement dit qu'ils soutiendraient la Russie dans son mouvement d'invasion de l'Ukraine, mais vous arrivez à avoir des collusions qui vont permettre d'avoir des financements qui vont être extrêmement importants. Vous avez aussi la possibilité, quand vous travaillez sur ce genre de choses, et je vais un peu sur le domaine de Marie-Christine Dupuy-Danon, c'est ce qu'on appelle du layering. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir essayer de troubler le travail en fait, des gens qui vont essayer de récupérer. Comment vous faites ? Vous allez passer d'une monnaie, vous allez acheter des cryptos, puis vous allez passer de mallette en mallette, de wallet en wallet, hein, de crypto en crypto. Et potentiellement, il y a des gamers dans la salle ? Ouais, c'est bien. Bon, vous avez tous acheté des skins, acheté des skills, acheté, etc. Bon, dans certains cas, vous allez avoir des gens qui, une fois qu'ils ont acheté des cryptos, vont acheter du... sur WoW, ça va être des armures, ça va être sur Second Life et ceux qui ont suivi des villes, des vaisseaux, etc. Vous en avez qui peuvent aller sur des dizaines de milliers de brousouf de votre jeu, ça va dépendre, voire des centaines de milliers. Donc vous êtes super content, vous avez acheté le skin de vos rêves et puis en attendant, derrière, vous avez quelqu'un qui va vous utiliser pour faire du blanchiment d'argent. Vous allez changer vos coins quelconques du jeu en une autre crypto, puis en une autre crypto et en bon vieux dollar potentiellement. Et là, pour les services fiscaux, ça commence à être rigolo. Et là, on arrive sur des architectures financières qui, en règle générale, quand elles bénéficient du soutien structurel d'un État, ça marche bien mieux. Là, on va retrouver aussi des acteurs, par exemple, comme la Russie. Donc il y a des écosystèmes de financement comme cela que l'on va pouvoir retrouver. Vous allez aussi avoir le fait de pouvoir pousser des idées sur ces jeux. Et j'ai fini. Alors, on va prendre les 2-3 dernières questions ensemble, parce que le temps passe et je crois qu'on est limité à 18h. Alors là, je crois... Ouais. Bonjour, excusez-moi. Merci pour vos interventions. Question très courte. Très courte. En prenant en considération que le terrorisme se nourrit de l'incertitude et de l'instabilité politique, est-ce que les renseignements se préoccupent un petit peu de l'écoterrorisme et de la potentielle menace que ça peut préoccuper, etc. Merci. Attends, on va enchaîner sur la deuxième question. Comme ça, on les prend, si j'en ai encore une, deux, et on essaie d'apporter des réponses Bonsoir. Rapides. Pardon. Bonsoir. Allez-y. Étant donné que les actes terroristes ils sont principalement basés sur la revanche, donc un sentiment d'injustice, est-ce que les négociations de paix dépendent surtout de la psychologie de l'adversaire plutôt que des négociations traditionnelles, entre guillemets, de la paix ? Merci. Très bien. Et la dernière ? Bonjour. Du coup, moi, je voulais poser la question, puisque l'islam, à la base, c'est une religion comme n'importe quelle religion qui prône l'amour et la paix. Et il y a pas mal d'attentats qui sont faits donc, à cause d'une mauvaise interprétation, notamment du Coran. Et est-ce que ce serait possible pour lutter justement contre ces mauvaises interprétations et ces attentats dus à ça, de parler avec les jeunes, de parler du coup avec les gens pour leur donner la bonne interprétation des choses? C'est une formidable question, il faudra un colloque entier pour ça. Bon, très vite. Bonsoir, merci. Très rapidement, comment ça se fait qu'il y ait des pays européens qui soient moins victimes que d'autres du terrorisme islamiste? Je pense notamment à l'Italie. Voilà. Ok. Alors la question en quelques instants de réponse. Bioterrorisme, Patrick? Alors, il faut faire attention aussi aux termes, parce que bioterrorisme... oui, l'écoterrorisme, pardon. Oui, écoterrorisme. Écoterrorisme et activisme écologique. Ce sont peut-être deux choses qui sont à l'extrême, mais qui ne sont pas toujours, si vous voulez, entre guillemets, en symbiose. Alors, vous avez un activisme pacifique et légal dans le monde écologique. Ça, c'est très clair, c'est la liberté d'expression. Il y a la désobéissance civile, ça c'est du non-violent, on ne peut pas qualifier ça de terrorisme. Et après, il y a les actes de sabotage et de violence. Mais en revenant sur les définitions, si vous voulez, du terrorisme, ça vise des populations et ça vise c'est aveugle. Vous allez toucher, c'est vraiment une action en aveugle. Et là, pour aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, on n'a pas encore ce genre de choses. On a des actions de sabotage, on a des actions contre des forces de l'ordre, on a des actions contre des infrastructures, mais on n'a pas d'action, si vous voulez, pour toucher. Vous n'avez pas un écoterroriste qui va vous mettre une bombe au milieu de la salle. Ça, on ne l'a pas encore. Donc, écoterrorisme, c'est très fort comme mot,
Mais à mon sens, et ça n'engage que moi, c'est plutôt de l'activisme et non pas du terrorisme. Oui, quand on a saboté les trains juste avant le début des JO, il y a eu pas mal de perturbations. En fait, ça a perturbé les gens, bien sûr, c'était pénible, mais personne n'a eu peur. Il n'y a pas eu de victimes. La deuxième question concernait l'utilité des négociations de paix. Qui veut répondre sur un plan géopolitique? Didier, peut-être? Sur la psychologie, si j'ai bien compris, oui, bien sûr, c'est un élément majeur. Parce qu'à un moment, vous négociez avec des dirigeants, et il vaut mieux effectivement connaître leur psychologie, savoir jusqu'où ils sont prêts à aller, qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter. Mais voilà, bon, ce serait un peu long d'aller au-delà. Sur votre réponse sur l'islam, c'est un des grands enseignements de cette vague de terrorisme islamiste qu'on a connu, c'est qu'il faut qu'il y ait non seulement un discours qui fasse la part de ce qu'est l'islam de paix, la façon dont les 7 ou 8 millions de pratiquants musulmans en France, ou de musulmans, qui ne pratiquent pas d'ailleurs forcément, mais de musulmans, pratiquent leur foi sans déranger personne et en parfaite harmonie avec les règles de la République, donc, dans le cadre de notre laïcité qui permet beaucoup de choses. Et donc ça, c'est essentiel, mais surtout, au-delà du fait de reconnaître que l'islam peut se vivre de manière totalement pacifique dans notre société, il faut aussi, ce qu'ont fait sans doute les Européens à partir du moment où les guerres de religion ont failli faire vaciller même l'État français, c'est un travail, c'est tout le travail des Lumières. Il faut qu'on puisse être capable de distinguer la vie sociale, la vie des hommes, la vie politique et nos croyances. Voilà. Et c'est la grande difficulté, c'est d'arriver à faire en sorte que ceux qui aujourd'hui pensent que la religion doit être au cœur de toutes les interactions sociales et doit avoir le primat sur la loi, pour dire les choses clairement, là il y a un gros travail à faire. Et il y a un travail aussi peut-être entre clercs de l'islam pour essayer aussi d'avoir un islam des Lumières, si j'ose dire, essayer de montrer la réalité de l'islam. Mais c'est très difficile parce que entre eux, les musulmans ne sont pas d'accord. Et par exemple, en 2015, 16, 14, 15, 16, il y avait une pétition qui était partie des pays anglo-saxons qui s'appelait Not in My Name pour dénoncer les horreurs faites au nom de l'islam par Daesh au pays en Syrie, notamment, et en Irak. Eh bien, moi, je me souviens très bien de beaucoup d'amis musulmans en France qui ne voulaient pas signer cette pétition parce qu'ils disaient ce que fait Daesh au nom de l'islam, c'est pas l'islam. Voilà. Et donc, une espèce de difficulté à embarquer tout le monde dans le débat, c'est très difficile, mais c'est un sujet majeur, c'est clair. La question sur l'Italie, pourquoi des pays sont plus exposés? En un mot, parce qu'ils sont moins exposés sur la scène internationale? D'une part, et parce que, d'abord, nous, on a une population musulmane que n'ont pas les Italiens. On a aussi la première communauté juive d'Europe en France, ce qui peut aussi créer des tensions. Et puis, on est une ancienne puissance coloniale. On a été une puissance tutélaire au Levant, le Grand Liban, enfin bref, toutes ces choses font qu'on a un lien beaucoup plus fort avec tous les pays qui sont aujourd'hui, le Maghreb, qui sont traversés par ces problématiques. Donc, et l'Italie est moins au cœur de tous ces courants. Bon, merci à toutes et à tous, vous avez été formidables, bravo pour vos questions. Bravo au Forum de Normandie pour la paix d'avoir monté cette 7e édition et de nous avoir permis de partager avec vous ce débat sur les menaces terroristes. Merci à tous, bon week-end.